On était en 1990. Une nouvelle décennie s'annonçait. Le monde était à l'aube d'une révolution technologique. Au cœur de cette révolution se trouvait une nouvelle forme de divertissement, les jeux vidéo. Et dans le monde des jeux vidéo, une bataille faisait rage. Deux titans s'affrontaient. Nintendo, le champion en titre, dominait l'industrie depuis des années. Leur console NES était un phénomène mondial, mais un nouveau challenger émergeait de l'ombre, Sega. Sega était une compagnie qui avait quelque chose à prouver. Ils avaient été goûtés au succès avec leur Master System, mais c'était un lointain second par rapport au mastodonte de Nintendo. Sega en voulait plus, ils voulaient la couronne, ils voulaient détrôner le roi, et ils étaient prêts à se battre bec et ongles pour l'obtenir. C'était plus qu'une simple bataille pour des parts de marché, c'était un choc de philosophie, de culture, de deux façons très différentes d'aborder le monde des jeux vidéo. Nintendo, avec son image familiale et ses personnages emblématiques comme Mario et Zelda, représentait un sens de la tradition et de la nostalgie. Sega, d'un autre côté, était le nouveau venu impétueux, le rebelle avec une cause. Il misait tout sur l'attitude, la vitesse et repoussait les limites de ce que les jeux vidéo pouvaient être. L'arme de choix de Sega était la Genesis, une bête de course 16 bits qui promettait de révolutionner le jeu. Avec son design noir élégant et sa campagne marketing agressive, la Genesis était un défi direct à la domination de Nintendo. À la tête de la charge pour Sega se trouvait Tom Kalinske, le PDG nouvellement nommé de Sega of America. Kalinske était un génie du marketing, un homme qui comprenait le pouvoir de l'image de marque et l'importance de se connecter avec son public. Kalinske savait que pour battre Nintendo, Sega devait faire plus que simplement offrir une console techniquement supérieure. Il devait créer une identité, un sentiment de cool qui résonnerait avec les joueurs. Et donc, Sega a embrassé son rôle d'alternative, branché à l'image familiale de Nintendo. Ils ont ciblé un groupe démographique plus âgé, les adolescents et les jeunes adultes qui recherchaient quelque chose de plus mature, de plus intense que ce que Nintendo offrait. Ils ont recruté des stars du sport comme Joe Montana et Michael Jordan pour promouvoir leurs produits. Et ils ont lancé Sonic the Hedgehog, une boule bleue d'attitude et de vitesse, qui est devenue l'antithèse de la mascotte de Nintendo, Mario. Sonic a connu un succès fulgurant. Il était rapide, il était cool, et il représentait tout ce que Sega essayait d'accomplir. Avec Sonic en tête, la Genesis a commencé à gagner du terrain sur la Super Nintendo. Les guerres de consoles battaient leur plein, et Sega donnait du fil à retordre à Nintendo. La bataille pour l'avenir des jeux vidéo avait commencé. La Sega Genesis, connue sous le nom de Mega Drive dans certaines régions, était une merveille technologique pour son époque. Elle possédait un processeur 16 bits qui surpassait les capacités 8 bits de la Super Nintendo. Cela signifiait que les jeux sur la Genesis pouvaient être plus grands, plus rapides et visuellement plus impressionnants. La différence était claire dès le départ. Des jeux comme Altered Beast, avec son protagoniste métamorphe, et Golden Axe, un beat-em-up à défilement horizontal avec des graphismes époustouflants, ont démontré la puissance de la console. Mais la Genesis était plus que de la puissance brute. Elle a également introduit un nouveau niveau de sophistication dans les jeux sur console. La puce sonore conçue par Yamaha était une révélation. Elle offrait un son clair et net qui donnait vie au jeu comme jamais auparavant. C'était particulièrement évident dans des titres comme Streets of Rage 2 qui présentait une bande sonore entraînante qui complétait parfaitement le décor urbain granuleux du jeu. Le matériel supérieur de la Genesis a donné à Sega un avantage significatif au début de l'ère 16 bits. Les développeurs étaient impatients d'exploiter le potentiel de la console et un flux constant de titres de haute qualité a commencé à émerger. Les jeux de sport, en particulier, ont prospéré sur la Genesis, en partie grâce à la capacité de la console à gérer l'action rapide et les animations détaillées des joueurs. Sega ne s'est pas contenté de se reposer sur ses lauriers. Ils ont continuellement repoussé les limites de ce que la Genesis pouvait faire en lançant des add-ons comme le Sega CD et le 32X.
Ces périphériques visaient à prolonger la durée de vie de la console et à suivre le rythme de l'évolution rapide du monde de la technologie des jeux vidéo. Bien que ces add-ons aient eu un succès mitigé, ils ont démontré l'engagement de Sega envers l'innovation et leur désir de rester à l'avant-garde. Au cœur de la rivalité entre Sega et Nintendo se trouvait une bataille de mascottes. D'un côté, il y avait Mario, le plombier emblématique de Nintendo, un symbole de plaisir et d'aventure pour toute la famille. De l'autre côté, il y avait Sonic the Hedgehog, la boule bleue de vitesse et d'attitude de Sega. Ces deux personnages sont devenus les visages de leurs entreprises respectives, incarnant leurs philosophies uniques et attirant différents segments du public des joueurs. Mario, avec ses couleurs vives, son comportement joyeux et son gameplay accessible, a été un succès auprès des joueurs de tous âges. Il était le héros de jeux vidéo par excellence, se lançant dans des quêtes épiques et sauvant la princesse Peach des griffes du maléfique Bowser. Sonic, d'un autre côté, était l'adolescent rebelle du monde du jeu vidéo. Il était trop cool pour l'école, toujours désireux de défier l'autorité et de repousser les limites. Les jeux de Sonic reflétaient sa personnalité. Ils étaient rapides, pleins d'action et visuellement époustouflants, poussant le matériel de la Genesis à ses limites. Les niveaux étaient conçus pour la vitesse, avec des loopings, des tire-bouchons et des chemins cachés qui récompensaient les réflexes rapides et les manœuvres habiles. L'attitude et le gameplay de Sonic ont résonné avec les joueurs plus âgés, qui recherchaient une expérience plus mature et stimulante. La rivalité entre Sonic et Mario était plus qu'un simple gadget marketing. C'était une bataille symbolique pour le cœur et l'esprit des joueurs du monde entier. Elle représentait une fracture fondamentale dans l'industrie du jeu vidéo, entre ceux qui s'accrochaient à la tradition et ceux qui embrassaient le changement. Ce choc des cultures allait définir l'ère 16 bits et façonner l'avenir des jeux vidéo. Section 3. L'avantage de Sega, marketing et innovation. Sous la direction de Tom Kalinske, Sega of America a adopté une stratégie marketing audacieuse et agressive qui ciblait directement la domination de Nintendo. Kalinske a reconnu que pour conquérir les joueurs, Sega devait créer une identité de marque distincte qui contrastait fortement avec l'image familiale de Nintendo. La campagne marketing de Sega était effrontée, irrévérencieuse et sans vergogne cool. Leur slogan « Genesis does what Nintendo » était un coup direct, soulignant les capacités techniques supérieures de la Genesis et remettant en question le statu quo de Nintendo. Sega n'avait pas peur de prendre des risques, repoussant souvent les limites de ce qui était considéré comme acceptable dans la publicité de jeux vidéo. Ils ont adopté l'humour grinçant, les mentions de célébrités et un sens de la rébellion qui a résonné avec une génération de joueurs désireux de se libérer du moule. Au-delà du marketing, Sega a encouragé une culture de l'innovation. Ils expérimentaient constamment de nouvelles idées, de nouvelles technologies et de nouvelles façons d'engager les joueurs. Cela a conduit au développement de périphériques révolutionnaires comme le Sega CD, qui a apporté la technologie CD-ROM aux consoles, et le 32X, une tentative de combler le fossé vers l'ère 32 bits. Bien que ces add-ons aient eu leurs défauts, ils ont démontré la volonté de Sega de repousser les limites et leur engagement à rester à la pointe de la technologie. Les prouesses marketing et l'esprit d'innovation de Sega les ont aidés à conquérir une part importante du marché 16 bits. Ils ont réussi à remettre en question la domination de Nintendo, prouvant qu'il y avait de la place pour un autre type d'entreprise de jeux vidéo, une entreprise qui n'avait pas peur de prendre des risques et de s'adresser à un public plus mature. Cette période de compétition intense a poussé les deux entreprises à innover et à proposer certains des jeux les plus emblématiques et les plus appréciés de tous les temps. Section 1. La naissance de Saturn, une course contre la montre. On était en 1994. Le monde des jeux vidéo était à l'aube d'une révolution 3D. Sony, un nouveau venu sur le marché des consoles, faisait des vagues avec sa PlayStation à venir, une machine promettant d'apporter des expériences cinématographiques au salon. Nintendo, bien qu'à la traîne dans la course à la 3D, était toujours une force avec laquelle il fallait compter, sa base de fans fidèles
attendant avec impatience le successeur de la Super Nintendo. Sega, fort du succès de la Genesis, savait qu'il devait agir vite. L'ère 16 bits touchait à sa fin et l'avenir appartenait à la 3D. Hayao Nakayama, le chef de Sega Japon, a vu les signes. Il a poussé au développement d'une nouvelle console, une console qui pourrait concurrencer la PlayStation et tout ce que Nintendo avait dans sa manche. La Sega Saturn est née de cette urgence. Nakayama voulait que la console soit sur les tablettes le plus tôt possible dans le but de battre Sony au point et de consolider la position de Sega en tant que leader de l'industrie. Il croyait que la vitesse était essentielle. Sega devait s'imposer sur le marché de la 3D avant que la concurrence ne puisse prendre pied. Cette précipitation sur le marché, cependant, aurait des conséquences inattendues. Le matériel de la Saturn, bien que puissant, était également notoirement complexe. Il comportait une architecture à double processeur qui, bien que théoriquement impressionnante, s'est avérée être un cauchemar pour les développeurs. Programmer pour la Saturn était une tâche ardue, nécessitant des connaissances spécialisées et conduisant souvent à de longs cycles de développement. Section 2. Une maison divisée, conflit interne et doute. Alors que Nakayama poussait pour un lancement rapide, tout le monde chez Sega ne partageait pas son enthousiasme. Tom Kalinske, l'homme qui avait orchestré le succès de la Genesis en Amérique du Nord, avait de sérieuses réserves quant à la Saturn. Il a soutenu que la console était précipitée sur le marché, que son architecture complexe aliénerait les développeurs et que son prix élevé dissuaderait les consommateurs. Kalinske pensait que Sega devrait se concentrer sur l'amélioration de la Genesis, en prolongeant sa durée de vie avec des périphériques améliorés comme le 32X, tout en prenant son temps pour développer une console 3D plus raffinée. Il considérait la Saturn comme un pari qui pourrait potentiellement se retourner contre Sega et nuire à sa réputation durement acquise. Le conflit interne entre Nakayama et Kalinske reflétait une division plus profonde au sein de Sega. Nakayama, basé au Japon, se concentrait sur les prouesses techniques de la Saturn et son potentiel à dominer le marché florissant des salles d'arcade. Kalinske, d'autre part, avait le doigt sur le pouls du marché nord-américain, où les préférences des consommateurs et les forces du marché jouaient un rôle crucial. Ce choc des visions aurait un impact profond sur le destin de la Saturn. Nakayama, avec le soutien de Sega Japon, a finalement prévalu et la Saturn a été lancée au Japon en novembre 1994. Cependant, les graines du doute avaient été semées. Les inquiétudes de Kalinske concernant la complexité et le prix élevé de la console se sont avérées prophétiques. Section 3. Le facteur PlayStation. Un nouveau challenger émerge. Alors que la Saturn avait du mal à gagner du terrain, une nouvelle menace est apparue d'un coin inattendu. Sony. La PlayStation, lancée au Japon à peine un mois après la Saturn, a pris d'assaut le monde du jeu. Elle était élégante, stylée et surtout facile à utiliser pour les développeurs. Sony avait appris des erreurs de Sega, optant pour une architecture plus simple qui rendait le développement de jeux pour la PlayStation un jeu d'enfant. Mais le succès de la PlayStation n'était pas seulement dû à son matériel. Sony avait un autre atout dans sa manche, le marketing. Ils ont positionné la PlayStation comme le choix cool et sophistiqué pour une nouvelle génération de joueurs élevés à MTV et à la musique grunge. Leur campagne marketing était astucieuse, audacieuse et ambitieuse, exploitant l'ère du temps culturel du milieu des années 1990. Le prix plus bas de la PlayStation, associé à son impressionnante bibliothèque de jeux, en a fait un succès instantané auprès des consommateurs. Sega, quant à lui, s'est retrouvé sur la défensive. Le prix élevé de la Saturn, associé à un manque de logiciels convaincants, la rendait difficile à vendre. Les développeurs, initialement attirés par la puissance de la Saturn, ont été découragés par sa complexité. Beaucoup ont choisi de concentrer leurs efforts sur la PlayStation, plus conviviale pour les développeurs. Le sort de la Saturn était scellé. Malgré un bon départ au Japon,
La console a échoué en Amérique du Nord et en Europe. Sega avait mal lu le marché, sous-estimant l'importance du soutien des développeurs et de l'attrait pour les consommateurs. La PlayStation, quant à elle, n'a cessé de se renforcer, devenant la force dominante de l'industrie du jeu. Sega avait été détrôné, et le paysage des jeux vidéo ne serait plus jamais le même. Section 1. Renaître de ses cendres. La vision Dreamcast. La piqûre de l'échec de la Saturn planait dans l'air chez Sega. L'entreprise autrefois toute puissante, qui s'était affrontée à Nintendo et avait révolutionné l'industrie, était maintenant confrontée à un avenir incertain. Les pertes s'accumulaient et les doutes quant à la capacité de Sega à concurrencer dans le monde en constante évolution des jeux vidéo se faisaient de plus en plus forts. Mais au milieu de l'incertitude, une lueur d'espoir est apparue. Une nouvelle équipe dirigée par Shoichiro Irimajiri a pris la barre chez Sega. Irimajiri, un leader visionnaire avec une compréhension approfondie de la technologie et des désirs des joueurs, a reconnu la nécessité d'un changement radical. La Dreamcast, croyait-il, serait la rédemption de Sega, une chance de récupérer leur gloire perdue et d'inaugurer une nouvelle ère du jeu. Le projet Dreamcast était entouré de secrets, une lueur d'espoir dans l'heure la plus sombre de Sega. Irimajiri, déterminé à apprendre des erreurs du passé, a favorisé un environnement collaboratif où les ingénieurs et les concepteurs travaillaient main dans la main. L'objectif était clair, créer une console non seulement puissante, mais aussi conviviale pour les développeurs, une machine qui attirerait à la fois les créateurs et les joueurs. L'équipe a mis tout son cœur et son âme dans la Dreamcast, animée par le désir partagé de prouver que Sega avait encore ce qu'il fallait pour innover et captiver le monde du jeu. Ils comprenaient le poids des attentes, les espoirs des fans fidèles reposant sur leurs épaules. La Dreamcast n'était pas seulement une nouvelle console, c'était un symbole de la résilience de Sega, de leur refus de reculer devant un défi. Section 2. Un aperçu de l'avenir, fonctionnalité révolutionnaire. La Dreamcast, dévoilée au monde en 1998, était une révélation. Elle était élégante, stylée et dotée d'une technologie révolutionnaire qui laissait entrevoir l'avenir du jeu. Au cœur de la Dreamcast se trouvait une unité de traitement graphique conçue sur mesure, la PowerVR 2, capable de restituer de superbes visuels tridimensionnels qui surpassaient tout ce qui avait été vu sur les consoles auparavant. Des jeux comme Sonic Adventure et Soul Calibur ont mis en valeur les prouesses graphiques de la Dreamcast avec des couleurs vibrantes, des modèles de personnages détaillés et des animations fluides. Mais la Dreamcast était plus qu'un joli minois. C'était la première console à intégrer un modem, un ajout révolutionnaire qui a ouvert la voie aux jeux en ligne pour devenir un phénomène courant. Sega a reconnu la popularité croissante des cybercafés au Japon et a vu une opportunité de connecter les joueurs comme jamais auparavant. Des jeux comme Phantasy Star Online permettaient aux joueurs de faire équipe avec des amis et des étrangers, se lançant dans des quêtes épiques, dans des mondes en ligne persistants. L'innovation s'est étendue à la manette de la Dreamcast. Le design emblématique en spirale, avec ses 4 ports de manette, est devenu synonyme de la console. Mais la vraie star était la Visual Memory Unit, ou VMU. Cette carte mémoire amovible faisait également office de console de jeu miniature, avec son propre écran et ses propres commandes. Les joueurs pouvaient télécharger des mini-jeux depuis leur Dreamcast, y jouer en déplacement et même interagir avec certains titres de console de manière unique. La Dreamcast était un aperçu de l'avenir du jeu, une console en avance sur son temps. Son matériel puissant, ses capacités en ligne et ses fonctionnalités innovantes ont établi une nouvelle norme pour l'industrie. Sega avait mis tout son cœur et son âme dans la Dreamcast, et cela se voyait dans tous les aspects de sa conception. C'était une console conçue pour capturer l'imagination et inaugurer un nouvel âge d'or pour Sega. Section 3. Un retour triomphal. Lancement dans une nouvelle ère. Le lancement de la Dreamcast au Japon, le 27 novembre 1998, a été accueilli par une vague d'enthousiasme et d'anticipation.
De longues files d'attente serpentaient autour des magasins d'électronique, avec des joueurs impatients d'obtenir la console de retour de Sega. La livraison initiale de 150 000 unités s'est écoulée en quelques heures, un témoignage de la demande refoulée et du battage médiatique entourant la Dreamcast. Sega avait clairement appris des erreurs de la Saturn. La gamme de lancement de la Dreamcast était solide, comprenant un mélange de portage parfait d'arcade, de nouveaux titres innovants et, bien sûr, un tout nouveau Sonic Adventure. Le jeu, avec ses superbes graphismes 3D, son gameplay rapide et ses multiples personnages jouables, est devenu un classique instantané, mettant en valeur les capacités de la console et rappelant aux joueurs pourquoi ils sont tombés amoureux de la boule bleue. L'élan positif s'est poursuivi lorsque la Dreamcast est arrivée sur les côtes nord-américaines le 9 septembre 1999. Sega a tout mis en œuvre pour son lancement aux États-Unis en s'assurant des partenariats majeurs avec des détaillants et en lançant un blitz marketing massif. Les publicités étaient astucieuses, stylées et mémorables, soulignant les prouesses technologiques de la Dreamcast et sa capacité à offrir une expérience de jeu différente de tout ce qui existe sur le marché. Pendant un bref instant brillant, il semblait que Sega était de retour au sommet. La Dreamcast était un succès critique et commercial, son avenir brillant et prometteur. Le monde du jeu vidéo l'a remarqué, louant Sega pour son innovation et son engagement à repousser les limites du divertissement interactif. La Dreamcast avait conquis le cœur et l'esprit des joueurs, offrant un aperçu alléchant d'un avenir où les jeux en ligne et la technologie de pointe redéfiniraient le paysage du jeu. Malgré l'euphorie initiale entourant la Dreamcast, des nuages d'orage s'amoncelaient à l'horizon. Sega, malgré tous ses efforts, menait une bataille difficile contre des ennemis redoutables et des défis imprévus. Les innovations même qui ont rendu la Dreamcast si révolutionnaire ont également contribué à sa chute éventuelle. L'infrastructure de jeux en ligne, bien qu'ambitieuse, était en avance sur son temps. La pénétration d'Internet, bien qu'en croissance, était encore relativement faible, en particulier sur des marchés clés comme l'Amérique du Nord. De nombreux joueurs hésitaient à adopter le jeu en ligne, rebutés par la complexité perçue et le besoin d'équipements supplémentaires, comme les modems commutés. Les capacités en ligne de la Dreamcast, bien que visionnaires, ont eu du mal à se généraliser. Pour ajouter au malheur de Sega, le recours de la Dreamcast à la technologie propriétaire GD-ROM, tout en offrant une plus grande capacité de stockage que les CD-ROM traditionnels, s'est avéré être une arme à double tranchant. Le format GD-ROM, bien que moins cher à fabriquer que les DVD, était moins familier aux développeurs et aux éditeurs, ce qui a suscité des inquiétudes quant au piratage et aux coûts de production. Certains éditeurs tiers ont hésité à soutenir pleinement la Dreamcast, craignant que les limites du format n'entravent leur capacité à créer des jeux ambitieux et visuellement époustouflants. De plus, la date de sortie précoce de la Dreamcast, une décision stratégique visant à prendre une longueur d'avance sur la concurrence, signifiait que la console était technologiquement dépassée relativement rapidement. L'arrivée de concurrents plus puissants, dotés de fonctionnalités comme la lecture de DVD et une plus grande capacité de stockage, a fait que la Dreamcast s'est sentie démodée, plutôt que Sega ne l'avait prévu. Le paysage du jeu évoluait à un rythme rapide, et la Dreamcast, malgré son avance initiale, avait du mal à suivre. Alors que Sega était aux prises avec ses défis, un concurrent redoutable attendait dans les coulisses. Sony, fort du succès de la PlayStation originale, s'apprêtait à lancer son successeur, la PlayStation 2, sur le monde. La PS2, lancée au Japon en mars 2000, était une merveille technologique, dotée d'un nouveau processeur puissant, de capacités de lecture de DVD et d'une rétrocompatibilité avec la vaste bibliothèque de jeux de la PlayStation originale. La machine marketing de Sony est passée à la vitesse supérieure, positionnant la PS2 comme l'appareil de divertissement incontournable du nouveau millénaire. Le design élégant de la console,
ses spécifications techniques impressionnantes et la promesse d'une vaste bibliothèque de jeux, y compris des exclusivités de haut niveau comme Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty et Gran Turismo 3. Aspect ont créé un niveau de battage médiatique sans précédent. L'arrivée de la PS2 a jeté une ombre sur la Dreamcast. Les joueurs, attirés par le blitz marketing de Sony et les spécifications impressionnantes de la console, ont commencé à retarder l'achat d'une Dreamcast, attendant de voir ce que la PS2 avait à offrir. Les développeurs et éditeurs tiers, sentant un changement dans l'équilibre des pouvoirs, se sont de plus en plus tournés vers la PS2, attirés par sa plus grande base installée et la promesse de meilleurs rendements financiers. Sega, malgré tous ses efforts pour maintenir son élan, s'est retrouvé à mener une bataille difficile. La Dreamcast, autrefois la coqueluche du monde du jeu, était désormais confrontée à une menace existentielle. L'entreprise qui avait autrefois défié la domination de Nintendo avait maintenant du mal à se maintenir à flot dans un marché de plus en plus dominé par la PlayStation 2 de Sony. En 2001, l'écriture était sur le mur. La Dreamcast, malgré ses caractéristiques innovantes et ses fidèles adeptes, avait été victime d'une tempête parfaite de défis. La date de sortie précoce de la console, les limites de son format GD-ROM, la lente adoption des jeux en ligne et le succès écrasant de la PlayStation 2 avaient fait des ravages. Sega, confronté à des pertes croissantes et à une part de marché en baisse, a été contraint de prendre une décision déchirante. Le 31 janvier 2001, Sega a annoncé qu'elle cesserait la production de la Dreamcast, marquant la fin d'une époque. L'entreprise, qui était autrefois synonyme de matériel de pointe et de personnages emblématiques comme Sonic the Hedgehog, quitterait le marché des consoles, passant à un modèle logiciel uniquement, développant et publiant des jeux pour ses anciens rivaux. La décision d'abandonner la Dreamcast a été difficile, une pilule amère à avaler pour les employés dévoués et les fans fidèles de Sega. La console, malgré son échec commercial, représentait une période d'incroyable créativité et d'innovation pour Sega. La Dreamcast avait repoussé les limites du jeu, introduisant le jeu en ligne à un public plus large et démontrant le potentiel de la technologie de pointe. L'héritage de la Dreamcast, cependant, s'étend bien au-delà de sa courte durée de vie. On s'en souvient comme d'une console en avance sur son temps, un aperçu d'un avenir où les jeux en ligne, les fonctionnalités innovantes et les visuels cinématiques deviendraient la norme. La Dreamcast n'a peut-être pas gagné les guerres de consoles, mais elle a laissé une marque indélébile sur l'industrie du jeu, inspirant à la fois les développeurs et les joueurs. La décision de Sega de cesser la production de matériel a marqué la fin d'une époque, mais elle a également ouvert la voie à l'entreprise pour se réinventer, en se concentrant sur ses forces en tant que développeur et éditeur, garantissant que le nom de Sega resterait dans le cœur et l'esprit des joueurs pour les générations à venir. L'histoire de la Sega Dreamcast est poignante. C'est une histoire d'ambition, d'innovation et finalement de chagrin. Elle sert de rappel brutal de la nature impitoyable de l'industrie du jeu vidéo, où même la technologie la plus révolutionnaire et le génie créatif peuvent être la proie des forces du marché et des sables mouvants des préférences des consommateurs. Malgré son échec commercial, l'héritage de la Dreamcast perdure. Elle est rappelée avec émotion par ceux qui ont connu sa magie, une console qui osait rêver d'un avenir où les jeux en ligne et la technologie de pointe allaient de pair. La Dreamcast abritait une bibliothèque de jeux innovants et appréciés, des titres comme Sonic Adventure, Crazy Taxi, Shenmue et Jet Set Radio, qui ont repoussé les limites du possible dans les jeux vidéo. La décision de Sega de cesser la production de matériel a marqué la fin d'une époque. Elle a signalé le départ d'une entreprise qui était autrefois synonyme de portage parfait d'arcade, de marketing audacieux et d'une volonté de défier le statu quo. Mais l'esprit de Sega, son dévouement à l'innovation et sa passion pour la création d'expériences de jeux inoubliables continuent d'inspirer. La Dreamcast a peut-être disparu, mais elle est loin d'être oubliée. Elle témoigne de l'héritage durable de Sega, un rappel que même face à l'adversité, la créativité et l'innovation peuvent s'épanouir. L'histoire de la Dreamcast est douce amère,
Mais c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Une histoire qui continue de résonner avec les joueurs qui ont connu sa magie de première main et ceux qui apprécient sa place dans l'histoire du jeu vidéo.